débat qui aura lieu donc le 15 mai. Je t'invite à suivre ça. Voilà, j'allais dire d'autres petites choses, mais je pense que l'intérêt pour vous, c'est quand même d'entendre, d'avoir le plus de temps possible pour échanger avec vos députés européens. Donc je vais tout de suite passer la parole à notre modérateur, M. Jacques Payette, et puis à nos députés européens. Merci beaucoup. Oui, merci. Pour ne pas perdre de temps en deux mots, donc je suis heureux en tant que vice-président de la Maison de l'Europe, et très vieux militant européen depuis 1956, où j'ai commencé à travailler avec Altiero Spinelli, d'être là aujourd'hui et de parler des élections européennes. Alors l'année dernière, Eurobaromètre a fait un sondage sur la perception des élections européennes dans les différents pays. Et à la question, savez-vous si le Parlement européen est élu au suffrage universel, oui ou non, le pays qui est en queue, le fanal di coda, comme disent les Italiens, est la France, avec 41% de réponses positives. Et donc je crois que nous avons du travail à faire, des militants européens, pour mieux faire connaître le rôle du Parlement européen, la manière dont il est élu, et je constate que la Maison de l'Europe a toujours reçu le soutien des députés européens de la région pour faire connaître le Parlement européen et faire des comptes rendus de mandat. Dans le même temps, l'Europe affronte des problèmes redoutables. Je vais faire allusion par exemple à l'union bancaire. Nous voyons que sur le domaine de l'union bancaire, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas de symbiose entre le Conseil et le Parlement européen, et nous sommes dans des situations où la démocratie progresse, mais d'une façon en zigzag, avec des allers-retours et un certain nombre de déclarations comme d'études nous montreraient qu'il faudrait revenir en arrière. Alors, en conséquence, ces élections de 2014 revêtent un intérêt particulier parce que cette fois il y a un vrai débat. Et donc, je voudrais demander aux parlementaires comment voit-il ce débat, quels sont les problèmes généraux qu'il faut traiter, et y a-t-il des questions spécifiques que vous voyez venir en tête des préoccupations de nos concitoyens. Madame. Oui. C'est toujours vous? Vous êtes à ma droite, c'est plus sympathique. Exceptionnellement. Oui, oui. Oui. Comment situez-vous ces élections dans la problématique actuelle, à la fois au niveau européen et au niveau français? Tout d'abord, bonjour à tous et à tous. Merci à la CCRE de l'invitation. Ravi d'être de nouveau à Sciences Po Lyon. Pour répondre de façon simple à cette question, je crois beaucoup déjà un certain nombre de choses importantes ont été dites. On a coutume de dire que 60 à 80% des décisions nationales sont aujourd'hui impactées par les décisions européennes. Je dis bien impactées et pas transposées. C'est-à-dire que les législations nationales doivent s'inspirer, ou peuvent s'inspirer de législation européenne ou de recommandations européennes. Donc c'est vrai qu'il serait temps que les citoyens, et notamment que les citoyens français, s'intéressent mieux à cette question, parce que sondage après sondage, effectivement, on n'est pas les meilleurs élèves de la classe en la matière quand on dit les résultats de l'Eurobaromètre. Alors peut-être un peu trop la faute à la responsabilité d'un certain nombre de nos gouvernants, de nos femmes politiques, je ne parle pas de ceux qui sont présents autour de nous, qui ont tendance à dire effectivement, comme ça a été dit, quand quelque chose va mal, c'est la faute à l'Europe, c'est la faute à Bruxelles, c'est facile. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, l'Union européenne n'est pas indépendante des États membres, et les États membres pèsent lourdement dans sa construction, et je dirais même souvent de plus en plus, y compris dans le mauvais sens du terme. Pourquoi je dis ça? Parce que ça veut dire que sur un certain nombre de sujets, et dans des domaines très divers et variés, avec Sylvie Guillaume, nous travaillons ensemble à la Commission liberté civile, et sur ces questions-là, nous savons ce que c'est que la pression des États membres. Quand on essaye d'avoir
y compris la Commission, y compris le Parlement européen, on se voit bloqué par la volonté des États membres, notamment des principaux d'entre eux, ceux qui ont le plus de poids, les plus 6. C'est-à-dire, j'essaie de donner dans la démographie, je suis en train de tromper, l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie, la Pologne, j'en ai oublié un, le Royaume-Uni, et non des moindres en matière d'opposition. Donc, il est nécessaire effectivement de travailler en permanence à quel est le rôle des institutions européennes et qui fait quoi à l'intérieur des institutions européennes. Et comme le disait les voisins, le rôle du Parlement européen est souvent méconnu. Quand on est confronté à des débats, la première chose que vous disent les citoyens, c'est le Parlement européen, ça ne sert à rien, à quoi ça sert le Parlement européen? L'image du parlementaire européen n'est pas très bonne dans ce concept-là. Et en même temps, je trouve qu'il est assez facile, quand on engage la discussion, de faire comprendre les enjeux et d'expliquer que le Parlement européen, c'est la seule institution réellement démocratique qui puisse peser sur les institutions européennes et que nous avons besoin de dialogue, de discussion permanente avec les citoyens européens pour expliquer les choses, les faire mieux comprendre, les faire avancer, notamment quand on est en désaccord avec un certain nombre de politiques qui sont menées au sein de l'Union européenne, et pour éviter de se faire taxer dès lors qu'on dit quelque chose contre les institutions européennes, d'extrémisme, d'anti-européen, j'en passe et des meilleurs. J'ai beaucoup de mal dans une institution à gauche de l'hémicycle du Parlement européen de me faire associer en permanence avec ceux qui se situent de l'autre côté de l'hémicycle. C'est quand même un peu désespérant, d'autant que je suis une européenne convaincue depuis toujours et que je ne serais pas dans le groupe auquel j'appartiens si je pouvais faire ce genre d'aventure. Donc on a effectivement des sujets clés et on est aussi dans un contexte international, pas seulement en matière économique, un contexte de globalisation, de mondialisation, avec des avantages et des inconvénients, sur lesquels on ne peut peser que si on est unis dans la diversité, comme dit le slogan de l'Union européenne. Donc, il faut construire un certain nombre de politiques de plus en plus au niveau européen, mais pas dans n'importe quelle condition. Et notamment, je vais donner un exemple, parce que c'est toujours mieux quand on donne un exemple, la caricature qu'on est en train de faire dans le cadre de la nécessité d'un accord UE-USA dans le cadre du grand marché transatlantique, sans que les citoyens soient véritablement informés des enjeux, me paraît une réelle catastrophe en termes démocratiques. Il faut mener la bataille sur les enjeux, y compris pour qu'on ne fasse pas dire tout et n'importe quoi à cet accord, mais qu'on sache où sont les vrais enjeux, quels sont les dangers de cet accord, quels peuvent être les avantages éventuels, mais que ce soit basé sur des et sur ce débat, parce que le débat est toujours enrichissant, et quand un accord a cette portée-là, un accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne, ça veut dire que la moitié du commerce mondial sera concernée par cet accord, quand même, excusez du peu, ça doit se faire avec un débat démocratique. Comme le changement des institutions, et je regrette que le traité constitutionnel qui a été rejeté par les Français ait été adopté sans la moindre discussion, tout comme le traité austéritaire. Tous ces débats-là sont des enjeux qui intéressent les citoyens et avec lesquels nous devons débattre. J'espère que les élections européennes nous donneront de multiples occasions de le faire. Merci. Donc voici le débat bien casé, bien placé. Alors, Monsieur Dantin, vous êtes connu comme étant un grand spécialiste du monde agricole. Vous avez fait beaucoup avancer les dossiers de ce secteur d'activité économique au niveau du Parlement. Comment voyez-vous aujourd'hui, alors on parle de réforme de la PAC, mais et aussi on vient de lancer l'accord USA éventuel et l'Union européenne, comment l'agriculture se situe-t-elle dans ce débat? Je voudrais d'abord rappeler que l'agriculture est la première pierre de la construction européenne.
puisque depuis 1962, c'est la seule politique qui est, ça a été la première et longtemps la seule politique qui a été complètement européenne. Pour autant, parce que c'était une politique stratégique, il fallait sans doute en parler qu'en cénacle limité. Il a fallu attendre 2009 pour que la représentation du peuple puisse avoir son mot à dire sur les dépenses qui représentent quand même 37% du budget communautaire. À travers le débat agricole et vu du Parlement européen, la première question, c'est d'abord la question de l'indépendance alimentaire de l'Europe. Il est d'ailleurs intéressant de voir qu'en 1962, quand cette politique a été lancée, nous étions dépendants en toutes choses de l'extérieur et que les 6 chefs d'État et de gouvernement avaient eu le courage de dire arrêtons d'utiliser des devises pour importer, utilisons de l'argent pour moderniser les outils de production et assurer l'autosuffisance alimentaire de l'Europe. On a complètement oublié ce débat pendant au moins 40 des 50 dernières années, et puis ce débat redevient d'actualité. En effet, au cours des 10 dernières années, le monde a profondément changé, et la question alimentaire, non pas la question de l'équilibre alimentaire, la question de la suffisance alimentaire redevient un sujet d'enjeu. Je m'explique. Depuis 2002, la dernière grande discussion sur une réforme de la politique agricole commune, 2 faits majeurs se sont passés qui pèsent sur les marchés mondiaux. C'est d'une part l'émergence d'un certain nombre de pays, hier dits en développement, qui sont aujourd'hui des acheteurs significatifs sur le marché mondial. Pensez bien évidemment à la Chine en m'écoutant. Je vous invite à penser également à l'Inde et aussi au Brésil. Le président de mon groupe, Joseph Daul, a coutume de dire que si demain le comité central du Parti communiste chinois décide qu'à partir du 1er janvier prochain, chaque Chinois mangera un croissant par semaine, le reste du monde ne mangera plus de croissant. Au-delà de la boutade, c'est vrai, nous ne disposerons pas des quantités de blé suffisantes pour faire face à cette demande. Dans l'évolution des comportements, je voudrais prendre également celui du Brésil, qui, dans une indifférence quasi générale pour nous les Européens, a décidé d'utiliser sa matière première pour l'énergie. Ça veut dire qu'au milieu des années 90, le Brésil a fait un choix technologique qui est celui de la généralisation des moteurs à l'éthanol. L'éthanol, ça veut dire que la canne à sucre, devient d'abord une base pour produire de l'alcool, avant d'être une base pour produire du sucre. Or, le Brésil était le premier exportateur mondial de sucre. Pour vous citer un chiffre, pour bien vous montrer l'ampleur des choses, au printemps 2010, le sucre valait autour de 400 € la tonne. Il y a quelques semaines, le sucre valait environ 800 € la tonne. Donc, cette pression sur le marché mondial justifie la tension sur les prix. Il y a un autre phénomène qu'il convient également de prendre en place, c'est le changement climatique. Depuis une dizaine d'années, à tour de rôle, chacun des grands continents a été affecté par des catastrophes naturelles d'importance qui ont eux aussi pesé sur les stocks mondiaux. Et donc, tout ça a une incidence pour l'Europe. Lorsque nous avons été élus il y a maintenant bientôt 5 ans, dans les jours qui ont suivi notre arrivée au Parlement européen, une note blanche émanant, on le sait aujourd'hui, du secrétaire général de la Commission, prônait une diminution de 30% du budget agricole à l'horizon de la nouvelle PAC. Cette diminution n'est au final que de 5%. Pourquoi? Oh, certes, parce qu'il y a eu des pressions politiques, etc. Mais d'abord et avant tout, parce que la question qui s'est posée, c'est bien la question d'assurer l'autosuffisance alimentaire de notre continent. Et sur cette question, il y a unanimité des groupes politiques. Là où il peut y avoir des divergences, c'est sur les modes d'application, les modes de production. Et puis sur une question incidente, est-ce que cette production agricole européenne, elle ne doit servir qu'à nourrir les Européens, ou est-ce que l'Europe aussi a un rôle à jouer dans l'alimentation du reste du monde? Et je me permets d'apporter ici une analyse personnelle. Je pense que nous avons une réflexion particulière en tant qu'Européens à avoir vis-à-vis de la rive sud de la Méditerranée. Lorsque nous recevons au Parlement européen
les chefs d'État ou de gouvernement de ces pays, ils viennent peu ou prou nous proposer un contrat. Fournissez-nous de l'alimentation et nous fournirons la seule chose dont nous disposerons avec la technologie nouvelle, c'est l'énergie. Si l'Europe et la France en particulier veut réduire son parc électronucléaire, nous aurons besoin d'énergie renouvelable en grande quantité, dont un certain nombre d'études montrent que nous n'avons pas la capacité de les produire seuls en Europe. Nous aurons donc besoin de cette énergie. Est-ce que nous sommes capables de répondre à leurs demandes alimentaires, ou est-ce qu'on laisse à d'autres, aux Américains, aux Ukrainiens, le choix de répondre et le soin de répondre à cette demande, auquel cas demain, au lieu d'être dans un échange, une balance commerciale à peu près équilibrée entre les deux rives de la Méditerranée, eh bien, ma foi, nous exporterons nos devises pour acheter de l'énergie, et c'est d'autres qui récupéreront nos devises en leur vendant de l'alimentation. Voilà une des questions qui nous est posée aujourd'hui en tant que législateur européen. Cette question de la nouvelle carte du monde des matières premières, c'est sans doute un des enjeux de débat des 10 ans qui viennent. Je vous remercie. Je crois que le problème est bien posé, c'est que actuellement, beaucoup trop de débats sur l'Europe et les prochaines élections sont des débats ad intra. On ne regarde que ce qui se passe à l'intérieur de l'Union européenne. On oublie trop ce qui se passe à l'extérieur et quelle est la responsabilité de l'Europe dans des relations équilibrées. J'ai parlé de l'autre côté de la Méditerranée, mais également avec d'autres pays. Alors, au moment où nous parlons, il y a peut-être des gens qui meurent à Kiev, entourés d'un drapeau européen. Alors, vous, Mme Guillaume, qui faites partie de la commission des libertés civiles et de la justice, comment un problème de ce genre est vu à Strasbourg et à Bruxelles, et comment peut-il aussi entrer dans la campagne européenne? J'avais prévu, et merci de le faire justement dans la même ligne, j'avais prévu de commencer effectivement mon propos en faisant référence à ce qui se passe en Ukraine, parce que je crois que commencer un débat sur les questions européennes, prise sous l'angle qui est abordé aujourd'hui, et d'ailleurs sous tout autre angle, qui oublierait que, comme le disait mon collègue Jean-Michel Daquin il y a quelques semaines de ça, presque même quelques mois, avec une formule assez imagée, mais quand même tout à fait juste, l'Ukraine, je le cite, mais j'assume, met un coup de pied au cul à l'Europe. Avec ce qui se passe en ce moment, avec des morts, avec des violences, certes, le problème est plus large que simplement la question de l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine, et le fait que les autorités ukrainiennes aient refusé au dernier moment, sous pression russe, de signer cet accord d'association. Bien sûr, il y a les questions économiques, bien sûr, il y a la proximité du voisin russe, bien sûr, il y a tout ça, mais il y a aussi ce souhait, cet espoir qui est exprimé par les manifestants sur Maïdan de cette Europe qui est le symbole de la démocratie et de l'ouverture. Et donc je voulais qu'on ait quand même cette référence effectivement à ce qui s'y passe. La situation est extrêmement grave, elle est très évolutive malheureusement et très, très douloureuse. Je crois que l'Europe, les autorités européennes et nationales ont pris depuis longtemps la mesure de ce qui s'y passe. Elles se hâtent lentement, comme c'est hélas trop souvent le cas au plan européen, mais elles se hâtent, je crois, maintenant, évoquent de façon très concrète des sanctions, par exemple exprimées par le fait que les visas pourraient être fermés, que des avoirs pourraient être saisis, bref, qu'il pourrait y avoir une sorte de fermeture à l'égard de ceux qui portent la responsabilité de remplir les rues de Kiev du sang des manifestants. Donc des rencontres ont lieu aujourd'hui, plusieurs ministres des Affaires étrangères sont présents à Kiev ce matin et se rencontrent cet après-midi pour se mettre d'accord en matière de diplomatie. Alors si vous voulez me faire dire que la diplomatie européenne fonctionne à 100%, non, la réponse est évidemment tout à fait loin de cette réalité-là. Elle fait ses preuves au cours de ses mandats, avec un regroupement des services, avec cette haute commissaire, cette haute représentante pour la politique extérieure commune qui fait le premier job depuis ces 5 dernières années, avec beaucoup de chaos,
certainement beaucoup d'impasses, mais les choses se construisent et elles se construisent dans la difficulté avec des traditions diplomatiques évidemment très très différentes. Et les choses avancent et j'espère que la prochaine étape, le prochain mandat permettra d'avoir une meilleure appréhension et de meilleures avancées en matière de politique étrangère commune. Je voudrais également, dans le registre que vous m'avez indiqué tout à l'heure, évoquer aussi une des inquiétudes qui est la mienne dans le cadre de ces élections européennes, mais pas seulement. Et j'en profite pour indiquer que c'est bien de parler de l'Europe, et je sais gré à tous les organisateurs d'aujourd'hui d'en parler de façon longitudinale, tout au long de ces années, pas seulement quelques semaines avant les élections européennes, parce qu'on a une précipitation du débat, mais on a vraiment besoin, nous tous, acteurs européens, d'être accompagnés et de montrer auprès du citoyen l'existence de l'Europe de façon longue et dans la durée. Donc, je voudrais juste aussi évoquer une deuxième inquiétude, qui est évidemment la question des populismes, et je voudrais qu'on ait en tête aussi le vote qui a eu lieu dans la Confédération helvétique il y a quelques jours de cela, qui est un vote extrêmement inquiétant. Je crois que tout le monde mesure que ce qui s'est passé est non seulement un vote vis-à-vis de l'immigration, ça a été qualifié d'immigration de masse par le titre qui a été évoqué, mais évidemment c'est un vote anti-tout dans ce petit pays particulièrement florissant par ailleurs, non membre de l'Union européenne également. C'est un vote anti-élite, anti-arrivée de quiconque, de fermeture et de peur, et je crois que c'est un signe très très inquiétant qui s'est exprimé au travers de ce vote. C'est un vote inquiétant pour le respect d'un certain nombre d'engagements internationaux de la Confédération à l'égard de l'Europe, Confédération qui bénéficie d'accords bilatéraux depuis maintenant plusieurs années et qui bénéficie d'une certaine manière des mannes de ce grand marché intérieur européen, sans en donner par ailleurs toujours les contreparties. Donc moi je pense qu'il faut qu'on soit très très ferme. Évidemment, on peut s'interroger sur le fait de poser des sanctions vis-à-vis de la Confédération. La Confédération n'est pas membre de l'Union européenne, donc on ne peut pas être dans ce style-là. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait une prise de responsabilité à partir de ce vote qui est intervenu, qui est un vote effectivement très peu majoritaire dans la population suisse, mais il faut que les responsabilités soient prises. Par exemple, je cite un exemple qui me vient en tête, contre la levée du secret bancaire, la Suisse était en train de négocier l'accès à tous les marchés financiers européens. Je pense personnellement que ce vote-là et le fait que les questions de libre circulation, de présence des Européens qui participent à la vie économique suisse depuis fort longtemps, je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de responsabilité à cet égard. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, et passez-moi la troisième expression. Je pense que ça pose un problème sur les frontaliers. Michel est de Savoie, donc il sait très bien de quoi je parle. On nous dit que les frontaliers ne vont pas être touchés par ces mesures de restriction de la présence des étrangers européens en Suisse. On peut quand même se poser la question de ceux qui viendront plus tard, ceux qui vont travailler dans les hôpitaux, ceux qui vont travailler dans les services, ceux qui ont une fonction économique très importante dans l'économie suisse. Donc je voulais revenir à ces quelques principes fondamentaux à la fois de démocratisation et de libre circulation, de rapport à l'Europe, pour illustrer le propos que vous m'aviez lancé. Ensuite, je pense que dans cette campagne, il y aura deux grands sujets, deux grandes thématiques qu'il faudra que nous traitions. Moi, je fais partie de ceux qui préconisent, ou qui souhaitent, ou qui ont envie, dans cette campagne, évidemment de parler des sujets économiques, la question de la relance, de la croissance de l'économie, de la lutte contre le chômage, des jeunes en particulier, sera un sujet fondamental dans notre campagne, comment on surmonte cette crise économique. Mais je fais partie de ces gens qui veulent également que les sujets dits de société ne soient pas exclus de ce débat et que l'on parle par exemple effectivement des droits fondamentaux, de la protection des données, des questions de commerce, et ce que vous avez évoqué sur le TTIP, je partage pratiquement à 100% ce qu'a indiqué Marie-Christine tout à l'heure, que l'on parle de la protection des salariés avec la directive sur les détachements des travailleurs, bref, que ces sujets de société-là soient aussi pris en charge auprès de nos concitoyens et qu'ils mesurent que l'Europe, pour moi, c'est effectivement des promesses, mais qui doivent être tenues par des preuves et qui doivent être sous l'angle de la protection des personnes.
Je vous remercie. En effet, vous avez évoqué des problèmes comme celui du vote de nos voisins suisses. Je regrette qu'un certain nombre de membres du Parlement européen actuel disent mais c'est une excellente initiative comme les Suisses, on ferait bien d'adopter aussi des quotas pour la France. Donc voici des thèmes importants et je suis sûr qu'il va y avoir dans la salle des questions à poser à tel ou tel de nos intervenants. Comme disait un de mes professeurs aux États-Unis, les questions, c'est comme le ketchup, ça met du temps à venir, mais quand ça vient d'un seul coup, donc on va voir par où nous commençons. Bien, je vais commencer par une question, on aura un peu évoqué ce que vous venez de dire, mais qui est fondamentale à mon avis. On voit que les députés européens doivent avoir une vraie compétence pour siéger à l'Europe, parce que les problèmes sont complexes, etc. Or, on voit que beaucoup de partis politiques, pour ne pas dire tous, ont l'air de considérer les élections européennes comme une session de rattrapage pour ceux qui ont été éliminés au suffrage universel national. Qu'est-ce que vous, en député, c'est-à-dire le Parlement, peut faire pour quelque chose, et quelle pression peuvent exercer les collectivités locales pour avoir des représentants européens qui soient des gens qui travaillent, qui soient des Européens convaincus. Comme M. Dantin doit partir un peu avant la fin de notre débat, je lui passe peut-être la parole sur ce sujet. Merci de poser cette intéressante question. Je crois que nous avons effectivement en France, globalement, un problème d'approche de la construction européenne. Sans doute parce que nous sommes parmi les 6 l'un des plus gros. Nous avons toujours pensé qu'il suffisait de dire « je veux » ou « il faut » pour que Bruxelles s'exécute. J'ai été une partie de ma vie conseiller de plusieurs ministres de l'Agriculture. A posteriori, m'amuse aujourd'hui la manière dont tel ou tel haut fonctionnaire pensait possible de donner à la Commission européenne des ordres comme on donne des ordres au sous-préfet de Villefranche-sur-Saône. Parce que c'est dans le département du Rhône et que c'est la sous-préfecture du département du Rhône. Mais je pourrais prendre celle de Saint-Jean-de-Maurienne si ça vous enlève tout scrupule, ça ne me dérangera pas. C'est ce que certains appellent l'arrogance française. D'autres pays européens, parce qu'ils avaient d'autres handicaps à surmonter, ont adopté vis-à-vis de la construction européenne des attitudes beaucoup plus besogneuses. Et je vais citer 2 exemples qui sont très éloquents à mes yeux. L'Allemagne, quels que soient les partis politiques, ne change environ qu'un quart de leurs députés européens à chaque législature. Le 14 avril dernier, j'étais invité par le Land de Bade-Württemberg, qui est à majorité verte, pour un débat sur les questions agricoles. Je suis revenu, c'était un lundi matin, je suis revenu de Stuttgart à Strasbourg avec ma collègue Elisabeth Jägle, qui est élue CDU au Parlement européen depuis de nombreuses années. Le samedi après-midi, ils avaient désigné par un vote au sein de la CDU celui qui serait son remplaçant en position éligible au Parlement européen. Parce qu'il y a un an, elle avait déjà annoncé qu'elle ne serait pas à nouveau candidate. Moyennant quoi, l'Allemagne, au Parlement européen, détient, quels que soient les groupes politiques, et la présidence en est un exemple, la majorité des postes qui comptent. L'Espagne a suivi à peu près le même schéma en renouvelant un tiers seulement de ses députés européens. En France, tous les partis politiques, nous sommes à 2 mois et demi du scrutin, 3 mois, tous les partis politiques n'ont pas constitué l'intégralité de leur liste. On voit à peu près qui vont être les élus, mais pas tous. Donc je crois que nous avons, de manière globale, à nous repositionner sur la construction européenne. Et quand je dis « nous »,
c'est un nous collectif. Parce que si une part du pouvoir nous est effectivement déléguée à travers un vote à nous les parlementaires européens, les collectivités locales à travers le comité des régions, les socioprofessionnels à travers le CES européen et la plupart des grands secteurs d'activité à travers les comités de normalisation ont à se positionner et à réfléchir sur leur place et la manière dont ils remplissent leur rôle à Bruxelles. J'ai coutume de dire aux socioprofessionnels qu'il ne suffit pas de payer une cotisation à une association européenne et d'être fier d'en faire partie pour que les intérêts français dans les prises de position de cette structure soient reconnus si le siège de la France est en permanence un siège vacant. Ou si pour représenter, plutôt que d'y envoyer le président ou un vice-président, on envoie un membre du conseil d'administration, voire un permanent qui est salarié, qui aux yeux des autres n'a pas un vrai droit d'expression. J'ai coutume de prendre un exemple qui est celui des boutons électriques. Il y a quelques années, si vous démontez les boutons électriques qui sont dans cette pièce, ils sont sans doute marqués Le Grand derrière, pas d'action. Hein. Mais ils n'ont plus du tout la forme de ce qu'étaient les boutons électriques traditionnels français. Posez-vous la question du pourquoi. Quand il y a eu le comité de normalisation sur les boutons électriques, la boîte française n'était pas présente. C'est le modèle de Philips qui a été retenu comme norme européenne. Aujourd'hui, Legrand continue à fabriquer des boutons électriques, mais suivant un brevet qui appartient à l'autre. Donc la présence française, c'est évidemment l'affaire des parlementaires européens, mais c'est l'affaire de tous, dès lors que l'on a des structures qui nous représentent dans la construction européenne.